Et donc, Stratégie de prononciation. J'ai essayé de faire discret. Hein, mais... Et donc, en fait, donc non, je vais passer là, la suivante. On va y revenir sur cette notion de style d'apprentissage. Alors, on a fait aussi autre chose. C'est dans notre formation de praticien, à un moment donné, on a vu les sous-modalités et on vous a dit, bah, tiens, allez repérer les sous-modalités de. Et alors, on vous donne deux contextes différents. Hein, le moment où vous êtes motivé ou pas motivé, des trucs comme ça. Puis tout d'un coup, on vous a dit, bah, tiens, quand vous étiez confus, au contraire, vous étiez en train de comprendre. Bah, ça, c'est intéressant. Parce que ça, effectivement, c'est en droite ligne de ce qu'on fait et qui va être utile. Et donc, repérer la différence de sonorité quand je suis confus des sonorités de compréhension, ça c'est vraiment utile. Et on l'utilisera d'ailleurs juste après. La suivante. Et puis, on nous a aussi demandé, mais tiens, les états émotionnels. Et puis, on a dit, mais tiens, dans les différents moments d'apprentissage, quelles sont des émotions qui sont très utiles? Quelles sont les émotions qui m'aident à apprendre? Quelles sont celles qui me limitent? Bah, alors, celles qui me limitent, c'est toujours la même chose. Hein, je suis en colère, je suis triste, je suis fâché, je suis quoi encore stressé, peur. La peur est vraiment incroyable. Le stress, c'est vraiment un truc incroyable dans les classes. Hein, c'est terrible le niveau qui baisse des enfants avec ça. Quand ils rigolent trop, aussi étonnamment, hein, quand ils se marrent, parce qu'on dit toujours, hein, la joie dans l'apprentissage, être joyeux, tout ça, c'est bien, non? Ben non, en fait. Concrètement, dans une classe, je vous le jure, non, en fait. Dans plein d'autres contextes, sûrement, hein, je ne dis pas, mais dans une classe, non. Si tout d'un coup, une classe est en train de se marrer, il faut savoir que les 3 dernières minutes de ce que le prof a dit sont effacées. Donc, il n'est pas question qu'il continue, le prof, il est obligé de, en vitesse, faire une petite synthèse de ce qu'il vient de dire dans les 3 dernières minutes, à moins qu'il n'y avait rien d'important pour la continue. Et ben, donc, on va modéliser, non pas la stratégie, mais les stratégies d'apprentissage. Et en fait, l'apprentissage, c'est un gros paquet. Et c'est une super, enfin, une macro-compétence. Et donc, en fait, on doit avoir, il y a plusieurs paquets dedans. Et les paquets, c'est, bah, d'abord, je dois comprendre, mais quand je comprends, ça ne me permet pas de mémoriser. J'ai juste compris. Quand j'ai fini de comprendre, ce serait bien de mémoriser. Mais à ce moment-là, il faut que j'arrête d'essayer de comprendre. Je fais autre chose. Il faut faire vraiment d'autres étapes dans ma tête. Réflexion, idem, c'est un autre moment. Par exemple, un des gros pièges au niveau de la scolarité, c'est que les enfants qui n'ont pas bien compris, qui ne sont pas des spécialistes de la compréhension, eh bien, ils ont compris la moitié de l'explication et ils commencent à réfléchir pour essayer de pallier au fait qu'ils n'ont pas bien compris, et ils essaient de retrouver tout. Alors, vous savez, quand on n'a compris que la moitié, et qu'on essaye de réfléchir pour retrouver tout, à moins d'être un génie, en général, on dit plutôt des bêtises. Et donc, on a des enfants qui sortent des fois des réponses hors propos. Mais où est-ce qu'il était cherché, ça? Et en fait, bah, c'est parce qu'il l'a inventé, quoi. N'importe quoi. Et pourtant, c'est très fréquent dans les classes. Donc, il faudra leur dire, non, 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 tu ne passes pas à la réflexion, 3e étape, avant d'avoir complètement fini au moins la première, en tout cas. Puis bon, entre les deux, ce serait quand même bien de mémoriser. Puis à un moment donné, il faudra quand même s'entraîner à exprimer. Vous savez, les ingénieurs qui savent faire des super calculs, mais qui ont du mal à présenter leurs travaux devant un groupe de clients, par exemple. Ben, ça c'est dû au fait que bon, ils n'ont pas bien travaillé ça dans leur scolarité. C'est très utile. Voilà, ça fait partie de. Alors, à part oral ou écrit, évidemment. Je fais une distinction, moi, entre les 2 premières et les 2 suivantes. Les 2 premières sont absolument nécessaires au niveau d'une scolarité. Si une des 2 manque, il n'y a pas de scolarité. C'est plus une scolarité, je traîne, quoi. C'est l'atelier occupationnel. Hein. Parce que si vous ne parvenez pas à comprendre ce que les profs disent, ou ce que vous lisez, ben, à quoi ça sert d'être à l'école? Si j'ai tout compris, mais systématiquement, l'heure suivante, j'ai oublié, en fait, je n'ai pas oublié, je n'ai pas mémorisé. Mais si je n'ai pas mémorisé, il faut chaque fois que le prof réexplique 36 fois.
En fait, mais ça, c'est pas juste pour le prof, mais les profs, c'est oui, ça, des trucs comme ça. Il vaudrait mieux, bon, apprendre aux enfants les deux stratégies, là. Et alors, une scolarité est faisable. On peut réussir sa scolarité avec les deux premières. Maintenant, si vous avez les deux suivantes en plus, vous réussissez, non seulement vous réussissez, mais vous réussissez très bien. C'est le super, quoi. D'accord? Et alors, en fait, nos quatre stratégies, là, c'est bien gentil. On va pouvoir en parler. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a modélisé et on va voir que toutes les étapes cognitives vont y passer. Par exemple, dans 1 heure de cours, en fait, les enfants doivent passer par ces quatre stratégies. Mais en fait, on va avoir besoin de visuels, les deux, hein, d'abord du construit, puis du remémoré, puis après il faudra sentir, et ainsi de suite. En fait, à la fin de l'heure, l'enfant aura fait toutes les opérations mentales, mais pas dans n'importe quel ordre. Et donc, il y a vraiment quelque chose à leur apprendre, en fait. Dire, voilà, je t'apprends. Un prof se met à parler, t'écoutes, et t'essayes de comprendre. Alors, l'écoute, c'est déjà pas mal. Hein, mais voilà, tu fais l'effort de comprendre. Oui, mais c'est quoi faire l'effort de comprendre? Ben, nous, en PNL, on sait. On va voir. Mais ça ne suffit pas. Attends, je rajoute une fraction de même. Par contre, ce que nous, on a fait, c'est on a découpé les 4 stratégies, en fait, en 11 sous-étapes. Qu'est-ce qu'un jeune doit faire dans 1 heure de cours? Enfin, par rapport, il va à un cours d'1 heure. Il y a ce qu'il fait pendant le cours et ce qu'il fait un peu après. D'accord? Étudier à la maison, par exemple, ça s'appelle. Et j'ai besoin de découper en 11 étapes. Et ça me permet alors de dire à l'enfant, vérifier, tu as fait la première, tu as fait la deuxième, tu as fait la troisième, tu as fait la quatrième, ah, tu n'as pas fait la cinquième. Bah, forcément, ça ne va pas aller. Donc, on peut aller vérifier chaque étape et vérifier où est-ce qu'il accroche. Bon, alors je vous dis ça, hein, quand vous allez vraiment voir, vous voyez que les enfants, ils font 1 ou 2 étapes, dans le meilleur des cas. Il y en a 11 à faire pour être brillant. Donc forcément, ça ne va pas marcher, quoi. Faut pas rêver. Merci, tu peux. Voilà, alors, la première étape, c'est compréhension. La première étape, c'est première, deuxième et troisième étape, vous voyez sur le schéma. C'est la compréhension. Ça nécessite quoi? Ça démarre. La première étape, c'est je lis ou j'écoute le prof, hein, quand même. C'est du blabla, il y a du texte, quoi, des mots. Et en fait, il faut que je le transforme en une image concrète. Il faut que je visualise ce que ça veut dire, quoi, pour revenir au concret. Ça veut dire quoi ces mots-là? Et puis, c'est pas facile de se construire une image comme ça, c'est pas facile. Ce qu'on doit faire, c'est on doit aller dans sa mémoire, visuel remémoré, chercher des images de ce qu'on a déjà vu. Si je vous dis un oiseau se pose sur un arbre, vous êtes obligé de faire référence. Ah oui, oiseau, j'ai déjà vu. Arbre, ah oui, ça y est, j'ai l'image d'arbre. Se poser sur. Ah oui, ça va, c'est bon. Donc j'ai été rechercher mes images de ma mémoire, quoi. Ok. Mais maintenant que j'ai été rechercher ces images, elles sont bloc là, enfin n'importe comment. Il faut maintenant que je les ramène dans mon visuel construit et que je les mette ensemble. Et vous allez voir, c'est compliqué cette étape. C'est-à-dire que si un oiseau se pose sur l'arbre, ça est facile. Hein. On va avoir un flap, hein, un truc un peu verdâche et hop, un truc comme ça. D'accord? Attends Alain, parce que j'ai écrit des trucs au tableau pour ceux qui sont en visio. Ah oui, oh, excuse-moi. Non. Enfin, c'était pas c'est pas une œuvre d'art. Ils sont pas perdus. Et pendant tout le temps, ils n'arrivent pas à imaginer. Et donc, voilà, c'est facile, ça. Mais ça, c'est la phrase de base. D'accord? L'ennui, c'est que les phrases vont être de plus en plus compliquées. Voilà, première primaire, oui, mais enfin, deuxième primaire, troisième primaire, puis en secondaire, il y a le livre, je ne vous dis pas, les phrases à rallonge, là, vous savez, on se dit, mais où est le point? Et donc, voilà, si tu peux revenir sur le présentation. Voilà.
Et donc, en fait, il y a vraiment le troisième problème. En fait, ici, je vous présente les 3 types de problèmes de compréhension qu'on peut rencontrer. Quand des parents disent, moi j'ai un gamin, il a un problème de compréhension, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y en a 3 types. Donc, il faut que j'aille vérifier lequel des 3. Alors, c'est vrai, il faut avoir des enfants qui font les 3, d'accord? On travaillera les 3, l'un après l'autre. Mais des fois, il y en a juste un, et puis on ne s'occupe que de celui-là, quoi. Et donc, ici, c'est vraiment le fait de, je sais que je dois essayer de faire l'effort de visualiser. 2, je vais rechercher des images, je m'appuie sur mes images de savoir, déjà intégrées. Et je dois les combiner, les éléments, je dois les combiner pour en faire une image globale de la phrase, une seule image de la phrase. Quand je suis universitaire, c'est une seule image pour le paragraphe. Vous imaginez le degré de complexité de cette image-là, évidemment. Mais donc, c'est une image qu'on améliore de plus en plus et qu'on vient mettre les éléments, mais il faut les mettre au bon endroit. Et vous allez voir, j'essaierai de terminer par un petit exercice où on s'amusera avec juste des petites phrases, hein, mais qui sont des fois déroutantes. Je vais passer là-dessus. Bon, alors, il se fait que quand j'ai imaginé des trucs dans ma tête, ben, c'est bien, mais en fait, dans 3 minutes, là, je vais aller chercher un verre de lait, et quand je vais revenir, ben, j'aurai oublié. Il est temps de penser à mémoriser. Et en fait, vraiment, ce qui va être utile, c'est de prendre ce que j'ai dans ma tête et de le mettre sur papier. Je vais schématiser sur papier, parce que je peux y revenir. Donc, si je ne fais pas ça, ben, j'ai fait des choses dans ma tête. Mais l'interro est dans 15 jours. Les trucs que je fais dans ma tête, là, aujourd'hui, dans 15 jours, qu'est-ce qui va rester, quoi? Oui, il y a des enfants qui arrivent très bien à faire, hein, mais bon, c'est des enfants ultra doués, ceux-là, ils n'ont pas besoin de nous. Ce qu'on a besoin, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui sont normaux et ils ont imaginé un truc dans leur tête, mais dans 15 jours, à l'interro, il ne restera rien. Et donc, il faut vraiment les forcer, d'une manière ou d'une autre, à schématiser sur papier et de le faire un peu proprement parce que c'est plus facile à mémoriser un truc propre qu'un truc dégueulasse. Et puis, il est question de faire l'effort de mémoriser ça, de mémoriser le schéma sur ma feuille. Alors, l'idée, c'est donc le 5, c'est en 3 étapes. Hein. 1, je regarde mon dessin. 2, je ferme mes yeux, je continue à le voir dans ma tête. Et puis 3, je dois bien sentir que, ouais, c'est ça, c'est bon, ouais. En fait, la sensation kinesthésique doit être installée au moment de l'étude. Il y a trop de jeunes qui sont, on parlait des états émotionnels, hein, trop de jeunes qui sont dans j'aime pas étudier. Ben, je dois, hein. Alors j'étudie. Et donc, oui, ils lisent, peut-être qu'ils visualisent très bien, mais c'est. Ben, en fait, ils accrochent à l'image qu'ils viennent de faire l'effort de se construire, ils accrochent à l'examen. Ils lisent la question, il y a bien une image qui commence à apparaître, mais il y a une sensation. Non, ça ne doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Et après coup, ils sortent et disent, ah zut, alors, pourtant je le savais, mais je ne l'ai pas noté. Ah, pourquoi tu ne l'as pas noté? Ben, j'ai hésité. Ben, c'est un peu bête, hein. Et donc, en fait, au moment de l'étude, le kinesthésique ici, c'est une émotion très particulière, qui est le fait de se sentir sûr et certain. Sûr et certain. Et quand on accroche ça tous les quelques secondes de mémorisation, hein, je regarde le petit détail là, je le visualise, ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a ce côté-là, le ouais, qui est vraiment une sensation, c'est pas un non, c'est un ouais. Les profs n'aimaient pas ça, mais en fait, le ouais, c'est kinesthésique, le oui, c'est visuel. Et alors, l'astuce, c'est que quand vous avez mémorisé, c'est bien, mais c'est la mémoire à court terme. Donc, c'est là maintenant, je viens de mémoriser, c'est bon, j'ai le schéma, c'est bon, je suis content de moi. Je trouve que j'ai bien étudié là chez moi, à la maison. L'interro est dans 15 jours. Mémoire à court terme ne va pas tenir 15 jours, en fait. Et donc, en fait,
dans les sciences cognitives, hein, ils sont d'accord pour dire qu'ils ont prouvé que c'était nécessaire de réactiver les neurones. Réactiver les neurones, comment on fait ça, nous, en PNL? Ben, ça s'appelle des révisions, quoi, hein. Et donc, on a deux moyens, en fait, qu'on utilise pour passer à la mémoire à long terme. C'est de faire des répétitions, donc des révisions, en fait. Et les révisions peuvent aller très vite, hein. Je regarde le schéma, hop, je ferme mes yeux, et hop, je revisualise le tout. Et dès que j'ai tout, ah, ça y est, j'ai bon. Ben, ça y est, ça va très vite. Mon meilleur étudiant, mon meilleur étudiant, c'est un étudiant en médecine qui révise 200 pages de médecine en 20 minutes. Quand je lui dis qu'il doit faire plusieurs révisions, bah, au départ, il n'était pas d'accord, mais à la fin, en voyant que ça lui prenait que 20 minutes, il dit si tu veux. C'est OK. Il y a un deuxième truc qu'on connaît super bien en PNL qui est utile pour la mémoire à long terme, c'est le pont vers le futur. Donc ça, c'est un deuxième élément qui permet de passer à la mémoire à long terme. Donc on a une stratégie incontournable pour mémoriser à court terme. C'est Pierre d'ailleurs qui, il y a quelques années, me disait enfin, pour bien mémoriser à long terme, il faut d'abord bien mémoriser à court terme. Donc celle-là, on ne peut pas la bypasser. Et puis après, on peut faire ça. D'accord? Merci. Et alors, quand on a bien compris, qu'on a mémorisé, alors on peut commencer à réfléchir. Réfléchir, c'est quoi? C'est se poser des questions dans son dialogue interne. En fait, je pense que ça, c'est une grande qualité qu'on a en pédagogie PNL par rapport à tout ce qui se dit, aller lire toute la littérature en pédagogie. Il y a des trucs où tu dis, mais il parle de compréhension, mais ce qu'il fait, c'est de la réflexion. Il y a des bouquins écrits par des scientifiques, hein, des gens qui travaillent en sciences cognitives, où dans le titre du livre, c'est marqué compréhension, puis vous commencez à lire, mais il ne génère que de la réflexion, en fait. C'est quoi ce truc, quoi? Il mélange les deux. Nous, on ne mélange pas du tout les deux, ou peut-être, soyons plus humbles, on a des définitions différentes des concepts. Alors, notre définition, elle est simple comme tout. C'est comprendre. C'est comprendre ce que le prof a dit ou écrit, pas plus, pas moins. Il a dit quoi le prof? Il a dit ça, pas autre chose. Réfléchir, c'est OK, le prof a dit ça, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, quel est le lien que je peux faire avec des choses que j'ai lues ailleurs, ou entre deux informations qui sont dans le texte, et je les mets ensemble, et ça me donne une troisième information. Et ça, c'est la réflexion. Je vais plus loin que l'écrit du prof. Et donc, vous voyez bien la distinction entre les deux. Et alors, ce qui va déclencher notre réflexion, donc nous amener plus loin que ce que le prof a dit, c'est d'abord d'avoir bien compris, évidemment, hein, si on a bien compris, mais si on se pose des questions, ça nous oblige à... C'est pas n'importe quelle question. C'est des questions qui nous obligent à chercher des liens, chercher dans l'image des liens que je peux faire. Et donc, ce sera tout ce qui tourne autour de tiens, je suis en train de dire un truc, est-ce que j'ai déjà entendu ça quelque part, ailleurs? Mais si je lis ça, quel est le lien? Comment je pourrais le pratiquer dans un autre contexte? Et ainsi de suite, quoi. Voilà, il y a plein de choses. C'est ce qui va me permettre, par exemple, d'avoir le prof de maths qui m'explique certaines notions, et puis tout d'un coup, je vais au cours de physique, et vous avez sûrement déjà entendu des profs de physique qui disent « Mais qu'est-ce que vous avez appris au cours de maths ?» Ils se lamentent, oui, mais c'est au cours de maths qu'on l'a appris, c'est pas au cours de physique. Ils disent « Mais ça va pas, quoi. » Donc, en fait, les enfants n'arrivent pas à réfléchir et à transposer quelque chose qu'ils ont appris dans un contexte et de transposer dans un autre contexte. Ils vont dire « Mais tiens, ce truc-là en maths, comment je pourrais l'appliquer en physique ?» Et ainsi de suite. D'accord? Et alors, il y a des questions. Voilà. Il y a un groupe de questions. Vous savez, j'ai fait deux flèches. Parce qu'il y a une des flèches, pour moi, et par rapport à un modèle qu'on utilise énormément en pédagogie PNL, c'est le modèle des niveaux de connaissance.
qui est le fait que, pour moi, je fais une grande distinction entre, c'est quoi une petite main, petit exécutant, et un expert. Dans tous les domaines de la vie humaine, eh ben pour moi, un exécutant, c'est quelqu'un qui sait faire opérationnel. Il sait faire, mais il ne sait pas pourquoi ça marche. Il sait que c'est comme ça qu'on fait, et voilà. Il y a des enfants qui calculent des dérivés, ils trouvent la bonne réponse, mais ils ne savent même pas ce que ça veut. C'est quoi une dérivée, en fait? Ça sert à quoi, une dérivée? Bah, si tu ne sais pas à quoi ça sert une dérivée, tu ne seras jamais matheux. Et donc, en fait, la différence entre l'exécutant, donc le bon élève qui a appris à faire les calculs de dérivés, c'est vraiment dommage, parce qu'il se limite à juste un niveau de connaissance, qui est savoir-faire, et pas aux 4 niveaux de connaissance, qui sont le fait d'avoir une vue très claire, conceptuelle, structurelle et détectionnelle, en plus de l'opérationnel. Et donc, par exemple, le genre de questions que je pose, moi, à des adolescents, c'est de dire, bah, tiens, pour ton cours de maths, quels sont les différents procédés mathématiques que tu as appris dans l'année? Il sait vous dire le dernier, ce sur quoi ils sont en train de travailler là. Des fois, juste le précédent, c'était pas encore trop loin, quoi. Hein. Mais tous les trucs, non, ils ne savent pas, quoi. Et si on leur demande, mais quel est le point commun entre telle technique, telle, et on en cite plusieurs, hein, mise en évidence, factorisation, produit remarquable, enfin tout, voilà, des divisions polynomiales, des trucs de ça, on cite plusieurs techniques, quel est le point commun? À quoi ça sert? Est-ce qu'ils ont un point commun par rapport à quoi ils servent? Ben, ils n'ont jamais pensé qu'il pouvait y avoir rien, en fait. Pour eux, c'est juste une idée propre, quoi. À un moment donné, ils sont arrivés le matin, le prof a décidé, je vais vous apprendre le produit remarquable. Bon, vas-y, c'est OK, on n'est pas con. Mais finalement, ils savent calculer un produit remarquable, mais ils n'ont pas compris qu'ils pourraient le remplacer par un autre procédé, parce qu'il y a plusieurs procédés, en fait, qui servent à la même chose, qui est essayer de pouvoir factoriser. C'est tout le travail de factorisation. Donc, ils ne voient pas la structure, en fait. Ils ne voient pas à quoi ça sert. Bah, alors, on est mal. On ne fera pas des experts comme ça. L'autre flèche pour moi, c'est le fait que d'une discipline à l'autre, il y a des questions qui sont typiques. Si vous vous intéressez à l'histoire, vous allez dire, OK, et c'est quelle étape? Bon, si je vous dis, je sais pas moi, 1550, 1515, 1515. Ben, si on prend 1515, oui, pour les Français, Perpignan, mais justement. 1492. Mais on pourrait dire, c'est quelle période de l'histoire, hein, ça tombe dans quelle période de l'histoire, et qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, pourquoi on est passé de la période d'avant, pourquoi on est tombé dans cette période. Qu'est-ce qui a déclenché la Renaissance, en fait? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, boum, pourquoi les profs nous parlent de Marignan, tous les petits Français connaissent 1515, c'est incroyable. Et pourquoi les profs ont mis tellement d'énergie sur cette date? Ben, je suis étonné de voir que de petits Français savent répondre à cette question. Pourtant, aujourd'hui encore, la France, leur vie d'aujourd'hui est impactée par cette date. Si François Ier n'avait pas été faire un tour en Italie, partir en vacances en Italie cette année-là, et bien, avec ses armées, eh bien, les châteaux de la Loire, il n'aurait pas goûté à la Dolce Vita italienne, hein, les châteaux ouverts, les grandes terrasses sur des beaux parcs et tout ça. Et s'il n'avait pas été obligé, puisqu'il avait été kidnappé, en otage, oui. Oui, en otage, hein. S'il n'avait pas eu ça, quelques mois, bah, il n'aurait jamais goûté à ça et il n'aurait pas eu envie de le reproduire en France. Et, voilà. Et donc, le Pays de la Loire, ben, voilà, c'est tous les beaux châteaux, là, mais c'est pas seulement. Il a fallu des artisans pour ça. Et là, il commençait le fait de tout l'art à la française, qui démarre à cette époque. Donc, en fait, en fonction de chaque discipline a cette petite question type qu'il faudrait se poser presque automatiquement, quoi. Hein. C'est
si vous voyez une formule de maths, par exemple, hein, et alors vous la trouvez des fois un peu compliquée, c'est normal, vous venez de commencer ces nouveaux chapitres de maths, et puis on vous amène encore une formule encore plus d'habitude, et puis je comprends pas, tout ça. Et alors il y a cette fameuse question idiote, mais qui va vous permettre de vous en sortir dans un quart d'heure. Cette formule n'a plus de problème pour vous. C'est de dire, bon, alors, prenons n'importe quel terme. On prend un terme et on dit, pourquoi il est là? Et s'il n'était pas là, qu'est-ce que ça provoquerait? Cette question idiote va faire que, waouh, tout d'un coup, vous allez dire, ah ouais, si j'enlève ça, alors ça provoque ceci dans la formule, et donc c'est intéressant ou pas intéressant? Ben non, j'en ai besoin. Ah, ben, donc tu en as besoin, pourquoi? Et c'est une manière de réfléchir, c'est vraiment apprendre aux enfants à réfléchir sur les formules de maths. Les enfants, ils sont face aux formules et ils les regardent comme ça en disant, voilà, ça c'est la vérité que le prof a donnée, c'est non discutable. Ben si, justement, discutons. Mais, à ce moment-là, est-ce qu'on peut utiliser le fameux 4 maths, le 4 maths, pourquoi, comment et après? Est-ce que ça rentre dans ce que tu dis? C'est trop simple pour moi. Ah. Tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment le fait de chercher, bah, tu vois, simplement, c'est dire si j'enlève ça, qu'est-ce que ça provoque? C'est pas dans ta liste. Pourtant, c'est sûrement la question la plus importante de toutes les maths. Tu vois. Et avec cette belle question, tu peux prendre un enfant qui est en décrochage et le ramener à devenir un ingénieur 20 ans plus tard. Quoi, tu vois. C'est une question idiote, mais sans celle-là, pas d'ingénieur. Hein. C'est tous les ingénieurs. Donc voilà, c'est intéressant quand on s'intéresse à, quand on travaille sur une discipline, hein, si c'est les langues, si c'est, enfin voilà, de s'intéresser, c'est quoi les questions types de ma discipline, et donc de me les poser pour réfléchir, quoi. D'accord? Je pourrais caricaturer en disant, bah, en français, on va dire qui fait l'action, de qui on parle, qu'est-ce qu'on en dit. Ben voilà, c'est des questions qui doivent revenir régulièrement. Et c'est nos fameuses questions de métamodèle, par exemple. Là, si on fait de la PNL, il y a toutes des questions qu'on devrait se poser automatiquement. C'est OK pour cette histoire de réflexion? Et puis alors, le fait de bosser bien, j'ai compris, j'ai réfléchi, j'ai mémorisé, j'ai réfléchi, et maintenant, il est question de pouvoir l'exprimer. Et alors, en fait, ce que moi je propose, c'est le 9, là, c'est dis-le dans tes mots, dis-le dans tes mots. Vas-y, exprime-le dans tes mots, dis-le comme ça te sort, quoi, comme si tu en parlais avec un copain. L'important, c'est de commencer à mettre des mots. Et on n'est pas en train de le reprendre. Hein. Vas-y, dis-le à ta manière, n'importe comment, mal dit, s'en fout, dis-le. Et bien sûr, l'enfant, voilà, il commence, et c'est pas facile, mais ça ressemble à rien. C'est pas grave, on l'encourage, très bien. Et puis, le 10, c'est le fait de descendre le niveau d'expression bien plus bas encore. Vous allez dire, oui, mais c'est déjà pas terrible, l'adolescent, là, quand il parle pas terrible. Hein. Et oui, mais non, on descend encore beaucoup plus bas. Alors, c'est vrai que on a cette expression chez nous, de dire, vas-y, dis-le en photopaye. Photopaye. Donc, si vous lisez le bouquin, vous pouvez tomber sur l'expression photopaye. Voilà. Et un photopaye en Belgique, hein, à Bruxelles, un quartier de Bruxelles, les Marolles, quartier défavorisé. Et ils ont tout un langage particulier. Un photopaye, c'est en réalité quelqu'un qui est un soulard, un pilier de comptoir. Alors, vous avez un pilier de comptoir, si vous voulez lui parler, il faut lui parler simple. Hein, et donc, il faut être ultra simple, mais ça vous oblige à aller à l'essentiel. Oui, c'est ça. C'est le fait de désabstraire la notion. C'est de revenir à un truc vraiment essentiel. Si on a tout compris, on peut vulgariser. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je ne peux pas apprendre les maths sans parler en photopaye à un moment donné aux jeunes. Il y a le fait, par exemple, résolution d'équations de premier degré. J'ai absolument besoin de parler d'escalator. Qu'est-ce que les escalators viennent faire là-dedans? Quand les profs m'écoutent,
ils sont scandalisés. Quoi. Ils disent non, non, on ne parle pas comme ça. Mais si, c'est justement, regardez, ils sont tous compris. Et donc, tout d'un coup, quand je leur montre l'escalator, ils les voient. Et ils voient les mouvements de termes. Hein, on a des termes qui se déplacent suite voilà, à des simplifications et tout ça. Et comment il peut faire des simplifications aussi vite, en fait, le gamin? Ben parce qu'on lui a appris que tu as les escalators et tout ce qui prend les escalators ne change pas l'égalité. Ah ouais? Pourquoi on ne me l'a pas dit aussi simplement avant? Parce que les profs n'osent pas parler d'escalators, eux, ils vont parler de simplification des deux côtés, multiplier par l'inverse, faire des trucs comme ça, quoi. Donc, non, donc, il faut vraiment apprendre aux enfants à parler en photopaye, à aller à l'essentiel. Et puis ensuite, on peut faire le 11, qui est de leur demander de relire, mais cette fois-ci dans le langage du prof, avec le jargon de la discipline, pour que quelque part, voilà, tout le monde trouve ça super. Quoi. Là, on tire vers le haut, et vas-y, parle un petit peu doctement. On ne dit pas qu'un bon professeur, c'est un professeur qui commence par la vulgarisation, c'est-à-dire oui. c'est le chemin inverse. Oui, c'est ça. Et donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je peux aborder un jeune et lui parler d'une manière vraiment simpliste, hein, mais c'est juste l'essentiel, quoi, avec un vocabulaire vraiment. Oui, c'est ça, de trucs idiots, quoi. Et, c'est OK? Oui. Donc voilà, on a 11 étapes. On a 11 étapes en fait. Et donc il faut apprendre aux enfants à faire chacune d'elles. En fait. Et vous voyez, c'est vachement plus compliqué que de dire est-ce que c'est visuel, auditif ou kinesthésique. Ça ne va pas, quoi. C'est vraiment le décalage. Et donc, si quelqu'un a un cours de philo, l'enfant, il est kinesthésique. Ben non, laisse tomber. Comment veux-tu, en tant que kinesthésique, manipuler des concepts philosophiques? C'est le meilleur des mondes de le fait, quoi. Qui est de dire, ah non, il y aura des enfants qui seront déclassés et d'autres qui seront... non, c'est scandaleux. Donc, le modèle basé sur les styles d'apprentissage, il faut vraiment que nous l'abandonnions. Nous devons vraiment l'abandonner. On dit toujours qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. C'est ce que vous avez fait. Comment? Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez fait. Dans un numéro auquel j'ai dit, quand un jeune dit, voilà, mais le prof qui dit, il faut te faire un dessin, l'enfant devrait en réalité répondre, oui, je n'osais pas vous demander de faire avant, je vous demande. Enfin, je ne savais pas comment le demander poliment. Et un scientifique, il est toujours là. Un professeur scientifique. Il peut passer les choses. Voilà. Et donc, on a aussi des métaprogrammes. Ah ben, on retrouve notre visuel optique kinesthésique. Et vous avez vu, dans les 11 étapes du visuel, du kinesthésique et du auditif, il y en a partout, en fait. Et donc, oui, pour étudier une leçon, je vais devoir passer dans toutes ces 11 étapes, et donc dans les 6 accès oculaires, quelque part, hein, qu'on connaît bien. Et donc, oui, c'est du visuel. Et c'est pas des ou, c'est des et, en fait. Et l'astuce, c'est que la même chose pour les autres. Vous avez sûrement entendu dire des gens qui disent « Ah ouais, moi je suis global, tu vois ». Et l'autre dit « Ah oui, mais lui il est détail, mais moi je suis global ». Alors, vous êtes mon formateur, alors il faut me montrer plutôt le truc général, et l'autre il dit « Non, non, mais moi j'ai besoin que vous donniez des détails ». Non, mais taisez-vous tous les deux. Vous devez tous les deux faire du global et tous les deux faire du détail. Avoir une vue globale du cours de maths, ensuite voir tous les détails, ou cours d'histoire, hein, voir bien les grandes périodes de l'histoire et voir les dates particulières, il faut les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est quoi ce truc? Donc, il y a vraiment en PNL une compréhension des métaprogrammes, et alors je pense en termes de communication, je comprends mes collègues qui parlent de... Leur objectif, ils disent la communication. Dans la communication, tu as quelqu'un qui fonctionne global, tu viens avec une vue globale. Il adore des détails, tu lui donnes des détails. Je comprends. Mais nous, on est en pédagogie. On est là avec des enfants qui sont avec un cerveau où leurs compétences cognitives, ils doivent les développer. Il faut qu'on arrête de dire
global ou détail. Il faut dire global et détail. Et c'est notre rôle de pédagogue de leur apprendre ce qu'ils ne feraient pas spontanément. D'accord? Idem avec option, procédure. Option, procédure, un exemple de ça, ce serait quoi? Un problème de maths. Vous lisez l'énoncé. À première vue, je pourrais faire comme ça, ou peut-être plutôt comme ça, ou encore comme ceci. On est bien dans option. Début de résolution d'un problème de maths. Celui qui est en option, là, qui imagine tout de suite, il a tout de suite visualisé, non, ça c'est une impasse, et ça aussi. Donc alors finalement, je reviens avec cette option-là. Et ben alors il commence, quoi. Il commence, ben voilà, et il faut aller jusqu'au bout, hein. Sans procédure, il ne va pas aller jusqu'au bout, il va se perdre, en fait. Il y a même des notions, résolution, le calcul des dérivés, c'est que de la procédure, en fait. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire n'importe quoi d'autre, vous écoutez votre mère qui vous parle et faire résoudre vos calculs de dérivés. Tellement tu suis la procédure, tu n'as même presque pas à réfléchir, quoi. Tac, 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 tac. Et tous les enfants doivent développer les deux. C'est vraiment le « et » qui est important. Accord, désaccord, idem. On a besoin des deux au niveau de l'apprentissage. Ressemblant, différence, on doit bien voir ce qui est commun et ce qui est différent. C'est de l'apprentissage, on a bien le « et ». Les corrections avant et après, vous connaissez ce métaprogramme-là? Qui connaît ce métaprogramme-là? Personne? Donc ça vient d'Edson, hein, qui disait, il prenait l'exemple du fusil, tir au fusil. Mais tir au fusil de précision. Je vise, je suis un peu trop à gauche, alors je corrige. Et puis, là, mais je suis pas assez haut, alors je corrige. Et puis maintenant, ça c'est impeccable, alors je tire. L'action, c'est après toutes les corrections. Le tir au pigeon d'argile, c'est poule, tu le rates. Poule, tu le rates. Et ainsi de suite. Il faut en rater un certain nombre, mais de tir, donc tu fais d'abord l'action, tu le rates, c'est évident, mais de tir en tir, tu t'améliores, et finalement, tu arrives un jour à le toucher. Et donc, c'est les corrections après. Eh bien, dans l'apprentissage, dans une classe, il y a des choses où on fait des fois les corrections avant, par exemple, en langue, je veux apprendre l'anglais, j'y vais, quoi. Je prends la parole et je dis un truc, et puis c'est pas tout à fait ça. Et j'ai le feedback des gens là qui disent et je corrige après. Beaucoup de jeunes ils veulent faire des corrections avant, donc ils veulent trouver la phrase exacte. Et puis à un moment donné, ça y est, je crois que c'est exact, alors maintenant je veux bien la dire au prof. Allez, tomber, le cours est fini, le prof est parti. Et par contre, l'idée, c'est que tu dois prendre le risque de l'erreur. Et l'erreur, c'est comme le tir au pigeon. Au début, tu rates tout, quoi. En langue, au début, tu rates tout. Mais c'est pas grave, tu prends le feedback et ça va s'améliorer en cours de route. Donc, on a des enfants qui sont des métaprogrammes un peu rouillés. Eux, oui, ils sont comme ça, mais arrête, c'est pas une identité, les métaprogrammes. Justement, c'est ça qui est intéressant avec les métaprogrammes. C'est que tu peux apprendre à les bouger. Et donc, c'est le rôle de toute pédagogie d'aider à bouger. D'accord? C'est OK? De leur zone de confort, de s'adapter. Oui, c'est ça. C'est s'adapter à je dois apprendre quoi et j'ai quoi besoin comme métaprogramme pour apprendre ça. Sinon, ça ne va pas faire. D'accord? J'ai juste un problème. J'ai mal fait mon PowerPoint. Il faudrait que je sois après. C'est pas grave. Vous ne lirez qu'une ligne à la fois, d'accord? Vous ne lirez pas. On se lance et après on va nous réorganiser. Je voudrais qu'on fasse un exercice pour penser là, aux 11 étapes. J'aimerais bien revenir sur celle de la 3.
D'accord? C'est l'étape de la construction, se construire une. Allez, je prends des images de ma mémoire et je les mets ensemble, je les assemble pour avoir une image globale, une seule image globale de la phrase. Et donc, je voudrais faire un exercice avec vous pour voir combien ça a l'air simple quand je dis un oiseau se pose sur l'arbre, mais des fois, les adolescents rencontrent des phrases qui leur posent problème. Et s'ils ne résolvent pas ce problème, donc c'est vraiment un travail à faire en, je dirais, pour moi, ça commence vraiment à partir de 9 ans. L'enfant doit commencer à développer ça. Fin primaire, il devrait avoir développé cette compétence. Allez voir dans une classe de secondaire, c'est zéro. Hein, il n'y a pas personne. Enfin, il n'y a que les enfants du médecin, de l'avocat qui savent le faire, parce qu'ils entendent ça le matin, tous les matins au petit déjeuner. Alors eux arrivent à gérer ça, mais c'est la famille qui leur a appris, et malheureusement. Donc, c'est complètement lié au milieu socio-économique, ou culturel plutôt. Et donc, alors je ne sais pas quelle est votre conception de l'éducation. Hein, j'aime bien Jules Ferry, hein, l'école pour tous. Hein. Nous, on dirait la réussite pour tous. Et donc, ça nécessite le fait qu'on développe cette compétence. Et donc, s'il n'est pas, les enseignants, les instituts devraient s'assurer que ça soit acquis avant de lâcher au collège. Mais il ne faut pas rêver. Hein. D'abord, il n'y en a aucun qui. D'abord, c'est pas fait. Mais même s'ils essayaient de le faire, il y aurait plein d'enfants qui ne l'auraient pas encore acquis. Donc, il faudra de toute façon continuer à le faire au collège. D'ennui, c'est qu'au collège, on considère que c'est acquis. Eh bien, le lycée, ça va être vraiment la galère. Parce qu'en fait, je commençais à décrocher au collège, parce qu'ils adoptent une qualité de compréhension au collège, la même qu'ils avaient en primaire. Laisse tomber, ça ne suffit pas, t'es au collège, là, avec toi. Et comment on apprend ça aux enfants? Ben justement, je vous montre un exemple. Si tu peux reprendre le PowerPoint, et vous lirez qu'une ligne à la fois. On peut cacher peut-être en prenant des feuilles blanches à main. Non, la suivante. Ah oui, c'était juste pour vous dire que avant l'exercice, hein, puisqu'on tombe sur ce slide, autant le faire. Hein. Donc nous, quand on modélise, quand je vais dans une classe, vous savez, il y a des gens qui s'intéressent à faire de la modélisation, mais nous, en pédagogie, on est obligé de faire 24 distinctions. Hein, donc le visuel auditif qui nécessite là, ça ne suffit pas, il faut les plus précis. Voilà. Vous donner. On a repéré 4 stratégies, on a 11 étapes. Il faut rajouter sur chacune des étapes, je n'en ai pas parlé, mais sur chacune des étapes, il y a aussi les sonorités qui vont avec, qui sont adéquates. Quoi. Et puis nos 6 métaprogrammes. Ça, c'est juste pour faire une synthèse un peu de ce qu'on fait en pédagogie technique. Et voilà, on est dans notre exercice. Alors, l'idée que la première phase, et je voudrais que vous la lisiez, et puis que vous allez dessiner ce que ça veut dire. Prenez une feuille de papier, faites un petit schéma. Donc, les enfants, virgule, fatigués, virgule, se sont endormis dans le bus. Non, je ne pas. Et je voudrais que vous preniez une feuille de papier donc, et que vous fassiez juste le schéma. Comment vous dessineriez ce que ça veut dire? Le sens. Hein, dessiner les petits bonhommes, là. Il y aura un bus qu'il faut dessiner aussi. Hein. Vous avez fini? Non? Vous m'arrêtez et puis vous avez besoin de plus de temps encore? Non, c'est bon. Et on passe à la deuxième phrase. Ça a l'air la même chose. Hein. Les enfants fatigués se sont endormis dans le bus. Tiens, c'est la même phrase. Non, il y a des virgules là. Comment vous dessinez la deuxième phrase?
Cette fois-ci, il y a des virgules qui sont plus là. Ouais. Est-ce que vous faites le même dessin? Alors, dessinez maintenant comment il est différent. Et voilà, c'est ça. C'est pas du tout le même dessin, ça n'a rien à voir. Et donc, un enfant qui n'a pas pigé l'élément linguistique de ces deux virgules, eh bien, quelque part, il va faire la même image pour les deux phrases. En réalité, ce n'est pas les deux mêmes phrases, ce n'est pas les deux mêmes sens. Et donc, le prof, quand il parle, ou quand il écrit, ben voilà, c'est des maths, hein, si ce n'est pas des enfants, mais je sais pas, je sais pas quoi. Et puis qu'il y ait des virgules, ça change tout, quoi. Et donc, rien que dans l'énoncé du problème, tout d'un coup, il y a des virgules ou il n'y a pas de virgule. Ben, rien qu'à cause de ça, le gamin, il est mauvais en maths, il a eu 0 à son interro de maths. Non, mais c'est du français. C'est un truc de compréhension. Ok. Donc, pour ceux qui se posent la question, hein, les enfants ont dit qu'ils sont fatigués, se sont endormis dans le bus. C'est-à-dire, tous les enfants sont fatigués et ils se sont tous endormis. Voilà. La deuxième phrase, c'est les enfants fatigués, que ceux qui sont fatigués, que ceux qui ne sont pas fatigués ne se sont pas endormis. Non, c'est que les enfants fatigués qui se sont endormis. Donc, il y a certains enfants qui dorment parce qu'ils étaient fatigués et d'autres enfants qui, je ne sais pas ce qu'ils font. Et donc, mais ça change tout. Ça change vraiment tout. On se tape la troisième. Comme les enfants sont fatigués, ils se sont endormis dans le bus. Donc ici, on a bien tout. Hein, donc essayez de dessiner. Alors, et voilà. Et donc, beaucoup d'entre vous vont le dessiner comme la première. Pour faire ça, vous avez dû faire une opération de réflexion, parce qu'en réalité, ce qui est écrit, c'est autre chose. Ce qui est écrit, c'est le mot comme. Ce mot comme, comment vous le dessinez? Où est-ce que vous mettez le mot comme dans votre image? Il y en a qui savent et qui ne peuvent pas parler. À moins que tu aies une question, mais sinon on ne peut pas donner la réponse. C'est la fameuse flèche en mathématiques qui entraîne. Hein, ceci entraîne cela. Hein, donc, on va dessiner les enfants sont fatigués, puis on va mettre ça implique, ça entraîne, ils se sont endormis dans le bus. D'accord? Il y a un cause et un effet. Mais ça, c'est autre chose, hein, en termes de compréhension. Et dans l'argumentation, c'est autre chose de dire, ben voilà, les prix augmentent et on a moins d'argent dans son portefeuille. Mais là, il y a une cause d'effet qui n'est pas très claire. C'est mis un « et ». C'est pas très clair, en fait. Donc, est-ce qu'on met est-ce qu'on le rend plus clair en disant, ben voilà, tous les prix augmentent, donc, on a moins d'argent. Le donc est important. Le donc, ça va se dessiner comme le comme. Exactement. Mais le donc, on le dessine au bon endroit. Il y a la proposition, donc, et puis la deuxième proposition. Ici, j'ai triché. J'ai pris un mot qui signifie donc, mais qui s'écrit en début de phrase. C'est bizarre, hein, mais c'est ça la richesse de la langue française, c'est de faire joli. N'empêche qu'en termes de sens, il ne faut pas se tromper, quoi. Donc, en fait, ici, on a des opérateurs, un connecteur logique, ici, alors que dans la première phrase, on n'a pas de connecteur logique. La première phrase devrait se dire « Les enfants sont fatigués et ils se sont endormis ». On a deux phrases, côte à côte. Il n'y a pas de lien logique présenté, en fait. Hein. C'est dans la troisième, par contre, il y en a super... Là, c'est le clair, quoi. Il est bien marquant. Donc, un enfant qui confondrait la première et la troisième est un enfant qui, en termes de la logique des causes-effets, pourrait mélanger un peu tout, quoi. Enfin, voilà, il fait un peu une soupe là-dedans.
Et donc, on a plein d'enfants qui sortent de primaire, n'arrivent pas à visualiser les connecteurs logiques. Et donc, résultat, tout ce qui est argumentation, ils ne pigent pas. Pourtant, le secondaire, c'est quoi? Apprendre à argumenter. Hein, on dit toujours, hein, en primaire, c'est quoi les objectifs? Apprendre à lire, à écrire et à calculer. Et le secondaire, c'est quoi? Apprendre à argumenter. En mathématiques, hein, démonstration mathématique, en physique, des expériences, en français, des dissertations, voilà, tout le secondaire est centré sur l'argumentation. Ah ouais? Et pourtant, on a plein d'enfants qui ne gèrent pas la compréhension des connecteurs logiques, et on va leur demander de faire un truc qu'ils sont incapables de faire. Et donc, les profs se fatiguent à essayer de faire rentrer ça dans leur tête, mais ils se fatiguent pour rien, en fait. Pourquoi pas s'arrêter 1 ou 2 heures, leur apprendre à visualiser tous les connecteurs logiques, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Ce qu'on fait nous en pédagogie PNL, hein. C'est pour ça qu'on va des fois, on a des résultats qui sont des fois très rapides. Ici, on a les enfants fatigués, s'endorment ou pleurent. Voilà. Comment vous dessinez ça? Quelle est la différence? Il y a 2 options. Hein, il y a 2 options. Donc, j'ai vu des gestes là, de plusieurs ici, qui est de faire ça. Et bah ouais, il faut bien qu'il y ait un truc comme ça dans le. Donc ici, un point de choix, quoi. On a, donc, dans la schématisation du gamin, il faut bien qu'il y ait un point de choix avec 2 branches. Ici, c'est 2, et il peut y en avoir plus. Moi, je me suis rendu compte que j'avais bloqué parce que je cherchais le bus. Et là, Tu cherchais quoi? Le bus. Ah oui. Il cherchait le bus. Dans ma tête, je l'ai dessiné dans un bus. Et j'ai dit non, il y a plus de bus. Bon, ici, la 5e, ici, c'est si les enfants sont fatigués, ils peuvent s'endormir. Bah, ici, c'est un truc, c'est plus du choix, c'est un conditionnel en fait. Hein. Et on a une condition, quoi. On a, voilà, si tu as ça, alors tu peux. Mathématiques, si il y a, alors il y a. Mais il est partout en fait, ce truc-là. Eh ben, c'est un connecteur logique. Et il y a plein d'enfants qui lisent ça en disant. En fait, ils lisent la phrase, hein, si les enfants sont fatigués, ils peuvent s'endormir, et ce qu'ils visualisent dans leur tête, les enfants sont fatigués, ils peuvent s'endormir. Ils ont scusé le si. Il n'est pas dans leur représentation mentale. Et donc, ils n'ont pas accès à quand même quelque chose qui, voilà, c'est de la logique, quoi. Voilà, et alors ici, les enfants se sont endormis et l'éducatrice pense qu'ils étaient fatigués. Alors, c'est marrant parce qu'on a 2 choses. D'abord, il y a 2 pièges. Hein. Oui. On a un piège qui est cette proposition-là. C'est après, en fait. Celle-ci, ici, l'éducatrice pense qu'ils étaient fatigués. Elle pense par rapport à avant. Oui, mais alors c'est on peut. Comment? Oui. Oui, Oui. Un coup d'orthographe? Ah oui. T'as oublié de leur dire que tu es un ancien dyslexique. C'est pour ça. Ouais. C'était pour leur rappeler. Non, mais bon. Merci. Un ancien. Pas ancien. C'est des copies collées. Je n'ai pas corrigé. Ok, merci en tout cas. Et donc, en fait, le principe, c'est que cette proposition-là, elle est, on dit, ben, voilà, ils sont, en fait, ils étaient fatigués, c'est avant. Mais pourtant, c'est écrit à la fin. Ben, il y a plein d'enfants, simplement par la séquence des propositions, ils vont dire, se sont endormis, pensaient qu'ils étaient fatigués. Ben non, en fait, ils étaient obligés d'inverser, quoi. Et donc, c'est typique, par exemple, les problèmes de mathématiques. Tous les enfants ont appris à lire en haut
à gauche, puis vers la droite. Hein. On lit comme ça, quoi, d'accord? Ben, les matheux, eux, ils lisent. Alors, ils le lisent en vitesse, une fois. Hein. Mais dès qu'ils ont lu la en vitesse comme ça, on aura à peine attention. Hein. Après, ils prennent le problème, ils le relisent, mais pour le résoudre. Et en fait, on lit à l'envers. On lit tu vois, eh ben, plein d'enfants ne savent pas ça. Et donc, quand tu lis un problème de maths à l'endroit, ça va être compliqué. Et c'est marrant parce que c'est plus facile quand je le dis à l'envers. C'est marrant. Ben, ici, par exemple, on a un exemple de phrase qui serait plus facile de lire à l'envers. C'est un exemple hein, pour vous montrer que la langue française est riche, mais il faut donner les codes aux enfants pour les déchiffrer. Et la deuxième astuce, c'est, ben, désolé, hein, c'est le pense. Ah, il me fait mal. Maintenant, je ne peux plus que ça. C'est là que ma tâche, là. Sur le travail. Sur les cravates. Le pense est un peu particulier comme mot, parce qu'en fait, c'est ce que moi j'appelle le virtuel. On passe en virtuel, en fait. C'est pas forcément vrai. Les enfants se sont endormis, ça c'est vrai. Mais l'éducatrice pense que, ben, après, c'est pas sûr que ce soit vrai. En fait. Et donc, il faut jouer sur le degré de réalité qu'on attribue à une information. Pour des adolescents qui travaillent sur l'argumentation, ça va être utile. Mais il faut jouer avec ça. Si pour eux, tout est vrai, l'éducatrice pense, oui, ça c'est vrai, et alors ce qu'elle pense, c'est sûrement vrai aussi. Ben non, quoi. Non, il y a un truc qui ne va pas. Mais comment on fait dans sa pensée pour on pensait à plusieurs arguments, mais attribuer à chaque argument des degrés de véracité. Eh ben, c'est pas facile. On voit bien sur les réseaux sociaux, hein, tout est vrai, bien sûr, ils l'ont lu quelque part, et donc tout est vrai, quoi. Et donc, cette compétence de jouer, ben, voilà, juste ici, on a 6 phrases, et ces 6 phrases, tout simple, hein, ça illustre en fait des types de problématiques différentes. Pour comprendre des phrases voilà, que normalement, c'est des phrases qu'on donne à des jeunes adolescents sans aucun problème, quoi, et on considère, allez, un jeune de 12 ans, on estime qu'il est capable, 12-13 ans, on estime qu'il est capable de dire ça et de les comprendre. Eh ben non, prenez 20 enfants de 13 ans, vous leur faites lire ces phrases-là, vous leur demandez de les schématiser, je vous jure, il n'y en a aucun qui a 100%, quoi. Ils n'y arrivent pas, en fait. Et ça veut dire que l'école n'arrive pas à leur apprendre ça. L'école met beaucoup d'énergie pour les faire travailler là-dessus, mais ne sait pas comment le travailler, cette notion. Et nous, en PNL, on a vraiment découpé toutes les étapes en petits morceaux. Et l'année prochaine, j'espère revenir devant vous pour vous parler de mon bouquin qui va sortir dans l'année. Je viens de le déposer chez mon éditeur. Mais justement, dans ce bouquin, on prend 50 pages pour parler de ça, quoi. Et de dire, voilà, être d'être très, très méthodique pour apprendre aux jeunes à s'occuper de toutes les petites variations, quoi. Et donc, on a découvert que les phrases en français, il y a des astuces, quoi. Il y a des degrés de difficulté. Et donc, on a découpé en 6-7 facettes des degrés de difficulté. Il y a la phrase toute simple, hein, le sujet, verbe, complément. Mais alors, tout d'un coup, tu vas vouloir préciser des noms, et ainsi de suite. Et c'est très marrant parce qu'en fait, pour moi, c'est très proche du métamodèle. Pour moi, le métamodèle, c'est le premier modèle de PNL, mais aussi le premier modèle pour apprendre à mieux comprendre l'autre. Il nous dit un truc qu'on n'a pas bien compris, donc je le questionne. Et ben en fait, le métamodèle est un modèle qu'on devrait apprendre à tous les enfants, en fait. Ils comprendraient mieux leur prof, ou en tout cas, ils repéreraient quand ils n'ont pas compris, et ils l'arrêteraient, et ils questionneraient le prof, et ils comprendraient enfin. Donc c'est un super modèle. Mais ça ne suffit pas. La langue française a un degré de complexité. Il faut que leur apprendre des trucs en plus, quoi. Et ici, on voit bien que voilà, c'est des choses. Ça veut dire comment est-ce qu'elle fait des fois?
Ah oui, ben voilà, juste pour vous dire qu'on a organisé une formation de 16 jours que sur les stratégies d'apprentissage. Ben, ça va à 3 endroits différents pour l'instant. Et on est en train de préparer une formation de formateurs en PNL du PNL. Donc des gens qui seraient capables de redonner les 16 jours. Au défi pour l'année prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je me demandais pour l'apprentissage d'une langue, comment on schématise? En fait, il y a plusieurs choses. En fait, dans une langue, tu as d'abord du vocabulaire. Il faut d'abord apprendre le vocabulaire. Alors, en fait, tu ne vas pas schématiser. Normalement, tu as installé les stratégies avant. Oui, je ne sais pas du tout expliquer. En fait, pour installer nos stratégies là, de mémorisation, de compréhension, tout ça, il y a des tâches scolaires, comme les dictées, par exemple. Les dictées, c'est génial. Il y a des gens qui veulent arrêter les dictées. Non, non, mais les dictées préparées, pas les non préparées, elles ne servent à rien. Les dictées préparées sont très utiles parce que ça ne nécessite qu'une seule stratégie, c'est de mémorisation. Tu vois le mot écrit, tu le visualises et après tu l'écris sur ta feuille. Et donc c'est facile, quoi. Et ça ne nécessite qu'une seule stratégie. Et donc, toutes les tâches scolaires qui nécessitent qu'une seule stratégie, on va les utiliser pour installer les stratégies. Et quand elles sont installées, alors on peut les utiliser, les combiner et tout ça, dans des tâches qui nécessitent plusieurs stratégies. Donc, par exemple, la grammaire nécessite le fait que tu mémorises les exemples types. Il faut que tu comprennes la phrase que tu es en train d'écrire. Et il faut que tu réfléchisses pour faire le lien entre les exemples types et la phrase que tu es en train d'écrire. Donc, il a fallu que tu mémorises, que tu comprennes, et puis maintenant, il faut réfléchir. Et donc, il faut 3 stratégies. Mais si une des 3 manque, pas d'accès à la grammaire. Et donc, c'est pour ça que des fois, les profs disent, ouais, grammaire, voilà, c'est compliqué. Mais dans la classe, qui a les 3 stratégies disponibles? Ben, peu. Tous, il leur manque bien une des 3, quoi. Ben, alors, forcément, ça va être difficile, quoi. Mais apprends-leur les 3 avec chacun un type d'exercice scolaire, mais qui leur permet d'intégrer la stratégie. Quand c'est fait, bah, tu prends n'importe quelle règle de grammaire, tu leur expliques en 2 tours de cuillère à peau, ils ont tous compris. Hein, l'accord du participe passé, vous voyez cette notion où tout le monde s'arrache les cheveux, où il y a même des adultes qui n'arrivent toujours pas à accorder. L'accord du participe passé, alors qu'on l'enseigne pendant plusieurs années, hein, les profs reviennent pendant plusieurs années là-dessus, nous on a trouvé une technique où, en 1 heure, tous les enfants de la classe ont intégré la stratégie. La règle qui fait qu'après on fait des exercices, ils ont tout bon. Même le dernier de la classe, il a tout bon, après 1 heure. On n'est pas des magiciens, hein, c'est juste une technique. Et alors quand on l'explique aux profs, ils disent « Ah ouais, c'est con, en fait, c'est simple, en fait. Oui, comment on a pu ne pas y penser ?» Ben ouais, on était tous dans le cas, quoi. Mais voilà, quand on a le truc, on se dit « Qu'est-ce que c'est con ?» Voilà. Et donc c'est un peu ça. Et donc, c'est pour les langues, on se rend compte, si tu prends du vocabulaire de langue étrangère, il faut que tu comprennes ce que signifie le mot, il faut que tu mémorises l'orthographe, il faut que tu réfléchisses sur comment on le place dans la phrase, hein, où est-ce que ça te mène la phrase, et aussi la prononciation. Hein. Et donc, il faut 4 stratégies pour apprendre un mot de vocabulaire. Ben, il faut d'abord apprendre les 4 stratégies. Alors, et quand les 4 stratégies sont installées, alors tu leur expliques. Donc, nous, on a une petite procédure en 7 étapes pour apprendre le vocabulaire de langue étrangère. Il y a des gamins qui disent, mais passent des heures devant leur livre de vocabulaire, ça ne rentre pas. Et puis tout d'un coup, tu leur expliques là, 7 étapes, quoi. 1, tu fais ça, 2, tu fais ça, vas-y, fais-le pour tous les mots, l'un après l'autre. Et tout d'un coup, tu as le gamin qui dit, bah ouais, ça va, quoi. C'est même marrant. Ouais, et comment c'est marrant? Tu m'as dit que tu détestais. Oui, mais comme ça, c'est marrant. Ouais. Bah voilà, quoi. Et donc, c'est faisable. D'autres questions? Une précision à apporter. Quand vous dites à l'étape 4, schématiser. Oui. Schématiser, c'est dessiner. C'est en défaire. C'est pas faire une carte mentale, par exemple. Ah oui, c'est ça. Dans les cartes mentales, vous savez, le mind mapping et tout ça, c'est pas mal.
mais c'est vraiment petit par rapport à ce qu'on veut faire. Bon, il y a des choses que c'est bien, hein, il ne faut pas critiquer, mais nous, on veut aller beaucoup plus loin que ça, et c'est vraiment ce que je vous ai demandé. Allez-y, dessiner les enfants, le Donc, bus, c'est là, et mettre tout, quoi. en image, Ouais, vraiment c'est la très phrase. concret, quoi, tu vois. C'est, ouais, voilà. C'est par exemple, dessine-moi Pythagore, dessine-moi Thalès, ben voilà, quand tu as dessiné les deux, quand est-ce que je dois employer de l'un et de l'autre, tu as vite compris, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'on s'est sorti une image comme ça? Ben, si tu l'as pas, laisse tomber, quoi. Donc, tu fais ça avec des gamins à qui on leur en parle depuis 6 mois, tu leur demandes de le dessiner, les deux, Bon, il faut des plombes pour qu'ils y arrivent, quoi. Alors que ça devrait prendre quelques secondes seulement, tu vois. Bah, tiens, je te le fais, tac, 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 quoi. Et ça avec tout, tu vois, avec l'histoire, avec, tu vois, tu sais, c'est l'histoire du Petit Prince, hein, dessine-moi un mouton, quoi, hein, ben, dessine-moi une dérivée, dessine-moi la Renaissance, dessine-moi, et alors, en photographe, il faut aller à l'essentiel, quoi. Laura. J'ai une réflexion, si tu serais là. Oui. À propos du métaprogramme. Oui. Le dernier, c'est correction avant et après l'action. Oui. Mais pour cela, il faudrait qu'en pédagogie aujourd'hui, on accepte et on accueille l'erreur. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Il faut avoir intégré cette notion, quoi. Les profs qui considèrent, ah, t'as fait une erreur, laisse tomber, quoi. Non, vas-y. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, les profs, toute attitude du prof qui, dès qu'il y a une erreur, veut corriger, non. Il faut dire, vas-y, crache-le, on va le démêler après, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et oui, En langue oui. étrangère, on n'ose pas se lancer parce qu'automatiquement en face, on va avoir l'autre qui rit, voilà. Il y a toute une culture. Oui, tout à fait. Tout à fait. Générale. Et ça c'est nos principes de PNL, hein, qui reviennent. Dans notre société, l'erreur Pas facile. fasse partie du. Pas facile. Oui, j'avais une question sur l'étape 2, je crois, du visuel remémoré. On va aller chercher les expériences de référence. Ce qui peut arriver que des enfants n'aient pas de référence. Oui, c'est une des problématiques. C'est pour ça que c'est une des fois, on se dit un enfant, il ne comprend pas. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas les prérequis. Tu vois. Et donc, c'est là que, en fait, toute leçon de PNL, à la mode PNL, hein, je parle, une leçon de n'importe quel contenu, mais à la mode PNL, doit, dans le début, rappeler les prérequis. C'est quoi l'image que vous devez avoir, sinon on ne va pas s'en sortir. Tu vois. C'est un prof d'histoire qui veut parler de démocratie, je ne sais quoi, ben, il faut à un moment donné qu'ils disent, mais vous savez, est-ce que vous avez une image de c'est quoi une monarchie et c'est quoi une république? Et alors, ben, tu as les enfants qui vont dire oui, bon, dessinez-moi, je vous jure, c'est une cata, hein, c'est vraiment, vous faites ça dans une classe de jeunes de 15 ans, vous êtes catastrophé, quoi. Et alors le prof, ben, il dit, bah, attendez, je corrige vos dessins, et voilà 2 dessins. Maintenant, vous les avez. Ok, maintenant je peux commencer à donner mon cours, vous allez comprendre ce que je raconte. Mais sans ces 2 dessins-là, les jeunes ne comprennent pas, quoi. Tu vois. Et si on voit bien dans la vraie vie d'or, là, à l'approche des élections, c'est vraiment surprenant de voir le nombre de gens qui n'ont pas bien compris c'est quoi voter et ainsi de Ça veut dire suite. qu'on peut aussi leur produire cette image qui va leur servir de référence. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc c'est ça, c'est le fait de se dire, si je dois t'apprendre quelque chose, mais que pour que tu comprennes, j'ai besoin il faut faire l'inventaire de, ah, tu vas avoir besoin de quelle image, de prérequis. Ah ben, il faudrait qu'il sache ça et ça. Ah ben, si c'est pas ça, laisse tomber. Il faut d'abord vérifier qu'il l'a. Il l'a pas. Ben, est-ce que moi, prof, je peux prendre ce tableau et en 2 minutes, donner les prérequis qui fait qu'il me reste du temps pour donner mon cours, quoi. Tu vois. Parce que combien de profs se lancent dans une explication, mais il y en a plein qui n'ont pas les prérequis. Après 20 minutes, vous allez regarder déjà la moitié de la classe. Rien qu'à cause de ça, quoi. Et donc, à quoi ça sert? Il a perdu 20 minutes, quoi. S'il en prend 3 pour l'essentiel, on a 2 autres questions. Merci. Non, j'ai juste une proposition, un exemple très concret. Je voulais aborder les angles alternes-internes. Et je vérifie interne. Et j'ai un gamin qui lève la main, et puis il y en a un qui me dit, c'est un endroit où ça fume. Alors, là, je reviens, voilà, et là, je dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire plus de... Mais oui, madame, mais où elle est ta fumée? Mais à l'hôpital, madame. Les internes. Ah, mais vous imaginez?
Tout ce qui peut se passer si je rigole ou si je dis qu'est-ce que tu as fumé, toi. Ça. Et c'est ça, c'est vérifié parce que déjà, ils arrivent avec des termes qui ont un sens dans d'autres contextes, dans d'autres cadres. Olivier, tu as une question? J'ai une interrogation. Je disais, mais si on ne peut pas ceci, ou si on ne peut pas cela, ils ne vont pas comprendre. Et j'ai l'impression qu'avant, on comprenait. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et on a un certain nombre d'enseignants à situer à peu près à ceux qui, en tout cas en France, ont été formés à la fin des années 90. Quand on voit qu'ils produisent un bac plus 5, on dit non. Et ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, y compris d'ailleurs, on disait, ah ben, il ne faut pas critiquer. Avant, on avait l'habitude de gérer une critique et de se dire, ah, j'ai pas compris, je vais vous critiquer pour comprendre ce que j'ai pas compris de l'enseignement qui m'a été dispensé. On a l'impression que on peut rien dire, on peut simplement dire, bon, allez, il y a 18, 16, 14, et puis débrouillez-vous ensuite sur le marché du travail. Il y a un truc qui ne va pas, et je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est sûr que maintenant, il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé que le niveau actuel est descendu par rapport au niveau il y a 30 ans. En 30 ans, donc c'est une bonne génération, le niveau en maths, les super matheux d'aujourd'hui sont d'un niveau simplement moyen d'il y a 30 ans. Vous imaginez? Prouvé scientifiquement, donc c'est pas à la PNL, c'est en université qui ont fait ça. Donc c'est une réalité. Pourquoi? Je pense qu'en fait, tout le monde se déresponsabilise un peu, et si moi, alors il se fait que, pas loin de chez moi, à un moment donné, il y a eu une ancienne directrice qui a créé un musée de l'école. Et donc elle a recréé une classe à l'ancien temps. Et avec les encriers, là, avec la plume et tout ça, le tablier, tout ce même tablier, le poil au milieu, enfin, vraiment à l'ancienne, complètement reconstruit. Et donc j'ai été visité, évidemment, puis j'ai pu échanger avec elle, mais j'ai été émerveillé par les planches qui étaient mises au tableau. C'était d'une qualité, alors il n'y avait pas Internet, mais ces planches-là étaient d'une didactique incroyable. C'était la bonne planche. Là, tu vois clairement, facile. Vous allez sur Internet, il y a plein d'images, mais pour le jeune, il faut trouver celle qui va être claire pour lui. C'est beaucoup de choses. Et vous-même, quand vous cherchez, des fois, vous trouvez, oui, mais on ne comprend rien. Il faudrait être un spécialiste pour le comprendre. Et donc, il y a le fait que les jeunes disent, ça ne sert à rien de mémoriser, puisqu'en fait, tu trouves l'info facile. C'est faux, en fait. C'est plus tu as en fait, il y a une recherche scientifique, c'est pas nous, qui a prouvé que tu as une petite culture générale, alors tu peux un peu réfléchir dessus. Mais si tu as une grande culture générale, alors tu peux réfléchir encore plus. Tu vois, et donc, en fait, on a des jeunes qui ont une culture générale qui s'épuise, qui se réduit de plus en plus. Donc, on ne leur demande plus, il n'y a plus d'exigence. On veut que tout le monde réussisse. Alors, on diminue les exigences. Les profs formulent leurs questions de telle manière que les jeunes pourront répondre. Et il faut savoir que l'État, je trouve que vraiment il faut appeler un chat un chat, l'État pêche par le fait ils veulent que les parents soient contents. Alors, les écoles reçoivent des directives sur le fait qu'ils ont droit à autant de pourcentage de jeunes qui ratent. Et donc, je me souviens d'une prof qui dit, voilà, il y a un truc qui est qu'on devrait exiger pour mon cours. Si j'exige ce que je leur ai enseigné, sans être excessif, il y a 20 ans, je demandais ça, ils me le faisaient. Maintenant, si je le demande, ils sont tous pétés. Alors, une année, elle les a tous pétés. Le directeur et l'inspecteur d'académie ont débarqué en disant là, on est en train de nous tirer l'oreille. Ce que vous avez fait là, c'est pas possible, ça peut pas rentrer dans les statistiques. Parce qu'il y a des gaussiennes, il y a des gens qui travaillent sur la statistique et qui disent que c'est pas normal que vous cotiez différemment des autres. Vous êtes trop sévère et vous devez remonter les points. Elle dit, ils sont nuls, quoi. Peut-être, mais remonter les points. Elle était obligée de remonter les points. On lui a fait des allusions sur le fait
vous voulez être un jour, je ne sais pas comment ça s'appelle, avoir le statut de. Je vois que je dois arrêter. En fait, on attend les intervenants en bas pour échanger avec eux. Ok, très bien. Je suis désolé, on va pas là.